je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la France est l'un des pays où l'on consomme le plus d'alcool dans le monde. Certes, le nombre de buveurs quotidiens a été divisé par 3 depuis les années 90, mais la consommation reste dans l'ensemble trop élevée et les phénomènes d'alcoolisation ponctuelle persistent, notamment via le binge drinking, en particulier chez les jeunes. Par ailleurs, le coût social de la consommation est estimé, selon Santé publique France, à 100 milliards d'euros en 2020. Avec nous pour en parler, le docteur Diane de la Clergerie. Bonjour Diane. Bonjour Jean-François. Diane, après cette présentation, pourrais-tu tout d'abord nous rappeler combien d'alcool contient un verre de vin ou une panne de bière par exemple? Alors, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'un verre d'alcool contient à peu près la même quantité, peu importe le type d'alcool que c'est. Hmm. C'est-à-dire qu'un verre représente environ 10 grammes d'alcool pur. Donc si vous prenez un verre de vin à 12 degrés, mettons de 10 centilitres, c'est la même chose qu'un demi de bière de 25 centilitres à 5 degrés ou encore qu'un verre de whisky de 3 centilitres. Mhm. Voilà. En revanche, si vous buvez une canette donc, de 50 centilitres de bière qui va être à 10 degrés, là, par exemple, ça vous fait 4 verres. Alors, tu nous parles de quantité, mais est-ce que l'effet est le même sur tout le monde? Alors, c'est intéressant comme question. En fait, le taux d'alcool dans le sang va avoir tendance à augmenter plus rapidement si vous êtes fatigué, stressé ou encore si vous consommez du tabac en même temps. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'il avait tendance à monter plus vite à la tête, entre guillemets, quand on est à jeun, plutôt que si on en boit au cours du repas. Et enfin, la vitesse d'élimination de l'alcool est aussi un peu plus lente chez la femme. Et du coup, à partir de quand une consommation est-elle jugée excessive? Alors, par jour, si on compte en verres standard, on peut dire à partir de 2 verres chez la femme et à partir de 3 verres chez l'homme. Mhm. Voilà. Et par semaine, ça se compte à partir de 10 verres, surtout si vous buvez tous les jours et que vous n'avez pas de jours où vous ne buvez pas d'alcool du tout. Alors, puisqu'on parle de consommation excessive, j'ai entendu parler du binge drinking. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, alors le binge drinking, c'est une ingestion massive et rapide d'alcool, donc avec une consommation d'au moins 6 verres en 2 heures et de manière répétée dans le mois. Et c'est surtout problématique chez les jeunes, 18-25 ans, qui ont un risque d'alcoolodépendance plus élevé. Et c'est en plus eux qui sont la cible des boissons qu'on appelle prémix, qui sont Mhm. des alcools mélangés à des sucres, souvent assez mauvais d'ailleurs pour la santé, ou des vins aromatisés par exemple, qui vont tendance à masquer le goût de l'alcool et donc à faire augmenter la consommation dans la soirée. Et alors, à court terme, qu'est-ce que ça provoque une consommation excessive d'alcool? Alors, à court terme, ça vous expose à des comportements violents, voire des traumatismes, aussi évidemment des accidents de la route. Mhm. Et puis, sur le plan de la santé, ça peut entraîner des convulsions, voire un coma éthylique et, dans de rares cas, malheureusement, au décès. Et à long terme, qu'est-ce que l'on risque pour la santé? Alors les risques sont multiples. Il faut savoir qu'il y a déjà sur le plan psychiatrique le risque d'addiction, bien sûr, et puis aussi tous les risques que peuvent entraîner le sevrage. On a aussi un surrisque de cancer du foie, de la sphère ORL, ou encore de l'œsophage. On est aussi plus à risque de faire des pancréatites aiguës et chroniques. On est aussi plus exposé à l'hypertension artérielle et pour ses conséquences sur la santé, je vous renvoie aux épisodes précédents. Ça peut aussi avoir des complications neurologiques importantes et irréversibles sur notre système nerveux, le Mhm. cerveau, etc., provoquer une épilepsie. Donc ce n'est pas négligeable et puis ça peut même aussi entraîner des troubles sexuels. Et si on revient aux consommateurs, est-ce qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres? Oui, alors c'est une question tout à fait pertinente. Alors, je dirais qu'il y a effectivement plusieurs groupes qui sont plus à risque. D'abord, la femme enceinte, Hmm. puisque il y a un risque de syndrome d'alcoolisation fœtale qui entraîne notamment un retard mental, des troubles du comportement, etc. L'alcool est aussi à éviter pendant l'allaitement.
Il y a un deuxième groupe qui est plus à risque aussi, ce sont les adolescents ou les jeunes en phase de croissance, puisque comme je l'ai dit brièvement tout à l'heure, ils sont plus vulnérables et donc plus aussi à risque d'alcoolodépendance. Le troisième groupe, là, ça serait plutôt les patients qui prennent des médicaments qui peuvent interagir avec l'alcool. Donc, par exemple, tous ceux qui ont un effet sédatif, ça peut être même des antalgiques comme de la codéine, par exemple, ça va augmenter la somnolence. Si vous prenez de l'aspirine ou des anti-inflammatoires, ça va augmenter le risque d'hémorragie digestive. Ou encore, par exemple, si vous êtes diabétique, insulinodépendant, ça peut, par exemple, augmenter le risque d'hypoglycémie. Voilà, et enfin, je dirais qu'il y a un quatrième groupe, et là, c'est tout simplement les patients qui ont des maladies hépatiques, notamment la cirrhose. D'accord. Mais alors, quels sont les moyens ou dispositifs existants qui permettent de se faire aider, accompagner pour diminuer sa consommation d'alcool ou voire carrément arrêter? Alors, je dirais que la première étape, c'est d'abord de déterminer si effectivement on a une consommation excessive ou non. Si vous avez un doute, vous pouvez répondre à un questionnaire type Audit-C. On précise que le lien vers le questionnaire est disponible en bio de l'épisode. Ensuite, la deuxième étape, si c'est le cas et que vous n'arrivez pas à baisser votre consommation tout seul, et je dis baisser et pas arrêter d'un coup, bien sûr, ou que vous avez un doute sur une dépendance, à ce moment-là, je vous suggère de consulter votre médecin traitant, voire directement un médecin addictologue, qui permettra ensuite de voir s'il faut faire une prise en charge globale, notamment évaluer s'il y a déjà eu des impacts sur votre santé, voir également s'il n'y a pas d'autres addictions. Et puis, peut-être mettre en place un traitement type baclofène, des vitamines, etc. Dernière question, et pour ouvrir un peu, comme c'est notre tradition, dans J'ai une question docteur, tu souhaitais nous parler du Dry January. Oui, alors ça existe en France depuis à peu près 5 ans, c'est d'origine britannique. Et l'idée, en fait, c'est de mieux démarrer l'année après avoir bien fêté, en ne consommant pas d'alcool pendant 1 mois. Et on peut remarquer que ça fait du bien au moral, que ça fait aussi du bien à notre santé, et puis aussi, ce n'est pas négligeable, au portefeuille. Donc, si vous voulez vous engager dans cette voie-là, vous pouvez vous inscrire sur leur site et vous avez même une application Dry January. C'est bien noté. Il est désormais temps de conclure. Alors cette fois, on pourra conclure par une citation. Selon W.C. Fields, l'humoriste américain, plus d'hommes se sont noyés dans l'alcool que dans la mer. N'oubliez pas d'évaluer votre consommation d'alcool et si besoin, essayez de réduire. Merci beaucoup Diane pour ces éléments. Merci Jean-François. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode qui sera consacré, lui, à la contraception. D'ici là, bonne journée à tous et bien entendu, prenez soin de vous.